C'est une véritable bataille rangée qui se joue en ce moment même au cœur de nos cellules. Un siège microscopique absolument épique. D'un côté, on a les virus, de minuscules envahisseurs ultra programmés pour pirater notre machinerie cellulaire. Et de l'autre, la science pharmacologique, qui déploie un arsenal moléculaire toujours plus sophistiqué. Alors plongeons directement là-dedans pour ce nouveau décryptage et voyons comment la chimiothérapie antivirale réussit l'exploit de bloquer ces envahisseurs à quasiment chaque étape de leur cycle de vie. Quand on regarde ce paysage des cibles antivirales, ça peut sembler super intimidant. Des virus à ADN comme l'herpès, des rétrovirus comme le VIH, des virus à ARN comme la grippe, ça part dans tous les sens. Mais pas de panique, l'idée n'est surtout pas de tout mémoriser d'un coup. On va plutôt prendre cette carte géante et la décomposer systématiquement, phase par phase, pour vraiment saisir la logique fondamentale qui se cache derrière ces traitements. Le plan de bataille est simple. 1. Bloquer la réplication. 2. Empêcher l'intégration. 3. Stopper l'assemblage et la libération. 4. L'alarme interféron. Et enfin, 5. La grande bataille pour vaincre la résistance virale. Première ligne de front. Bloquer la réplication virale en déployant ce qu'on appelle des blocs de construction leurre. Dès qu'un virus s'infiltre dans une cellule, son obsession, c'est de faire des copies de son matériel génétique. Et pour l'arrêter, la science joue la carte de la ruse pure et simple. Dans la nature, l'ADN et l'ARN se construisent avec des petites briques, les nucléosides. Eh bien, les chercheurs ont créé des molécules de synthèse qui imitent parfaitement ces briques. Le but ? Fournir au virus ces fausses briques. Quand son enzyme essaie de les utiliser pour construire son génome, bam, le chantier s'arrête net. C'est du sabotage de haut vol. Mais attention, il y a une subtilité. Ces faux blocs de construction, ils ne sont pas prêts à l'emploi tel quel. Il faut les armer. Et le plus fou, c'est que c'est la cellule hôte elle-même qui s'en charge. Via un processus qu'on appelle la phosphorylation, les enzymes de la cellule, les kinases, vont venir charger la munition. Des traitements comme le tenofovir pour le VIH ou le cidofovir pour l'herpès reposent exactement sur ce mécanisme pour se tenir prêt à enrayer la machine virale. Une fois armés, ces médicaments agissent comme des barrages routiers infranchissables. Prenons le tenofovir, par exemple, qui est essentiel contre le VIH ou l'hépatite B. Il prend littéralement la place des vrais nucléotides. Dans le cas de l'hépatite C, on a des molécules ultra puissantes comme le daclatasvir ou le sofosbuvir. Elles vont cibler des protéines bien spécifiques, bloquant complètement la formation de l'usine de réplication. Résultat, le virus est totalement paralysé, incapable de copier la moindre ligne de son code. Passons à la deuxième phase, empêcher l'intégration pour saboter le piratage de l'ADN. Et si le virus arrive quand même à passer le premier barrage et à copier son matériel, eh bien la bataille se déplace plus en profondeur, au cœur du noyau cellulaire. C'est le moment critique où le virus essaie de fusionner son ADN avec le nôtre. Pour un rétrovirus comme le VIH, ça se fait en 3 actes. D'abord, on assemble un véhicule de transport, le fameux complexe de préintégration. Ensuite, on prépare les extrémités de l'ADN viral en les coupant. Et enfin, le clou du spectacle, le transfert du brin directement dans notre ADN. Et l'image qu'on voit là illustre brillamment ce trajet. On observe l'ADN viral bien au chaud dans son complexe de transport qui navigue à travers la membrane du noyau. C'est vraiment l'instant de vérité. Si le virus franchit cette étape sans encombre, la cellule est condamnée à devenir une usine d'armement viral jusqu'à la fin de ses jours. Une fois à l'intérieur du noyau, c'est de la mécanique de très haute précision. L'extrémité de l'ADN viral est taillée sur mesure pour créer une sorte de crochet chimique. Ce petit crochet va venir se lier directement, s'arrimer à l'ADN de la cellule cible. C'est ce qu'on appelle l'étape du transfert de brin, la seconde exacte où les 2 codes génétiques fusionnent. Et c'est exactement ici qu'entre en scène une classe de médicaments assez révolutionnaire, les inhibiteurs d'intégrase comme le raltegravir. En se fixant directement sur l'enzyme virale qui fait la soudure, ils bloquent net cette étape de transfert. Du coup, l'ADN viral flotte dans le vide, totalement inoffensif. La création de ce qu'on appelle le provirus est purement et simplement annulée. Troisième front, stopper l'assemblage et la libération. Ou comment arrêter la chaîne de montage. Faisons un bond vers les toutes dernières étapes du cycle. Mettons qu'un virus ait réussi son piratage et commence à fabriquer des pièces détachées. Le truc, c'est que la cellule fabrique ses protéines virales sous la forme d'une énorme chaîne, tout attachée, qu'on appelle une polyprotéine. Imaginons une grappe de pièces de carrosserie non découpées à la sortie d'une usine. Pour que ça marche, cette chaîne massive doit être découpée. C'est le rôle d'une enzyme virale spécifique, la protéase. Elle agit comme des ciseaux biologiques. Sans cette coupe, le virus, s'y en sort, est juste un vulgaire déchet, incapable d'infecter qui que ce soit. Cette enzyme, la protéase, possède une petite encoche, une poche catalytique, qui fonctionne comme les lames de nos ciseaux. Et là, coup de génie, la science a conçu des peptides de synthèse, comme le ritonavir,
qui viennent s'emboîter parfaitement dans cette poche, comme une clé dans une serrure. Les ciseaux sont bloqués, la chaîne de montage est paralysée. Pour la grippe, le défi se joue vraiment à la toute fin, au moment de l'évasion. Le virus a besoin d'une enzyme, la neuraminidase, pour couper le cordon moléculaire qui le retient à la cellule. Eh bien, des traitements, comme l'oseltamivir, viennent neutraliser cette enzyme. C'est un piège redoutable. Les nouveaux virus se forment, mais ils restent collés, englués à la surface de la cellule, complètement incapables de se propager plus loin. 4e point, l'alarme interféron, qui n'est autre que la défense naturelle du corps. Depuis le début, on parle beaucoup de drogues de synthèse, fabriquées en labo. Mais le corps humain n'est pas en reste, loin de là. Il possède son propre système d'alarme d'urgence. Dès qu'une cellule détecte des morceaux de virus, elle réveille un gène spécifique et se met à produire de l'interféron alpha. La cellule infectée sait qu'elle est probablement condamnée, mais elle se sacrifie en libérant cet interféron pour prévenir ses voisines saines. Les voisines captent le message et se mettent à fabriquer des protéines pour se barricader. Le schéma illustre d'ailleurs parfaitement ce travail d'équipe. La première cellule capte l'invasion, lance son signal de détresse vers l'extérieur. La deuxième cellule le réceptionne et lève immédiatement ses boucliers en produisant des protéines antivirales. C'est un mécanisme de défense totalement altruiste et extrêmement efficace, que ce soit contre les virus à ADN ou à ARN. Évidemment, la médecine a bien compris le potentiel de ce signal d'alarme naturel. En administrant de l'interféron alpha comme traitement, on vient en fait gonfler et renforcer ce mécanisme. C'est super utile contre les grosses infections virales, comme les hépatites B et C. Mais le plus fascinant, c'est son utilisation en oncologie. Et oui, ce même mécanisme est capable de s'attaquer à certains cancers, comme la leucémie à tricholeucocyte ou le sarcome de Kaposi. Enfin, 5e et dernière partie, vaincre la résistance virale, une véritable partie d'échec évolutive. Parce que oui, malgré cet arsenal impressionnant, la victoire est loin d'être acquise. Le grand problème, c'est la mutation. Les virus se multiplient à une vitesse folle et font énormément d'erreurs en se copiant. Ces erreurs changent la forme de leurs serrures internes. Le médicament ne s'emboîte plus et le virus devient résistant. Pour contourner ça, surtout avec des pros de la mutation comme le VIH, on ne peut pas se contenter d'un seul barrage. Il faut combiner les attaques. C'est le principe de la trithérapie. Si le virus réussit par miracle à esquiver un médicament, les deux autres le rattrapent au vol. Ce qui amène à une réflexion finale vraiment fascinante pour clôturer ce décryptage. On est en plein dans une course aux armements évolutifs perpétuels. D'un côté, des virus qui mutent et créent des cibles mouvantes, et de l'autre, des chercheurs qui doivent toujours avoir un coup d'avance. Alors que nos adversaires microscopiques ne cessent de modifier leurs verrous, la grande question reste ouverte. Comment la science réussira-t-elle à forger les clés de demain pour des serrures qui changent de forme en permanence? C'est tout l'enjeu de la pharmacologie du futur. Merci d'avoir suivi cette analyse, et d'ici la prochaine fois, restez curieux.